commencer notre discussion. Donc, avec nous Sonia Proust, qui est ingénieure pédagogique et qui nous transférera les questions en direct du chat s'il y en a. Jacques Baudry. Oui, on se connaît. C'est ça, toujours présent. Le coordonnateur du MOOC. Luc Aquilina, donc, qui a coordonné la semaine 2 et qui l'a animé sur le forum. Et puis Ronan Le Cornec. Voilà. Donc je vous propose pour cette session qui va durer un petit peu, environ une demi-heure, comme la semaine dernière, de revenir un petit peu sur les 2 premières semaines, donc qu'on puisse dire un petit peu comment ça se passe sur les forums et puis les premiers retours qu'on a. Et puis revenir après plus précisément sur la semaine 2 et donc les leçons et les interrogations de la semaine que tu as coordonnée. Donc, alors un petit tour sur le nombre d'apprenants. Là, il y en a 4341. Voilà, donc ça continue toujours à s'inscrire. Du coup, il y a des gens qui prennent le MOOC aussi en cours de semaine, ce qui est assez intéressant. Et puis, donc, ça représente 77 pays. Donc, quand même une majorité, évidemment, en France. On est un MOOC francophone, mais quand même une assez grande diversité. Pas mal d'échanges sur les forums. Avec aussi quelques pistes d'amélioration qu'on nous souffle, et notamment sur les quiz. Peut-être qu'on peut revenir un petit peu sur les retours qu'on a eus sur certaines questions en fait des quiz et sur la difficulté que certains apprenants, alors c'est vraiment quelques questions en fait, mais que certains apprenants ont eu pour trancher en fait et pour voir un petit peu quelle était l'intentionnalité de l'enseignant qui a formulé la question. Luc, est-ce que tu veux... Ouais, c'est vraiment compliqué. L'objectif, c'était pas de faire une interrogation des connaissances où il aurait fallu décrire, bien montrer qu'on a compris. C'était pas du tout ça, c'était vraiment avoir une interaction en quelque sorte avec les apprenants à travers des petites questions qu'on a voulu, nous, assez simples, juste pour porter un peu l'attention sur certains points, montrer qu'on avait suivi ce qui se passait. Et donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est à partir de ce qu'on avait raconté, mais aussi de ce qu'on avait montré, de trouver des questions qui illustrent les différents points. Alors c'est vrai qu'on les a livrés sans préciser le nombre de réponses attendues, et que ça rend les choses très complexes, parce que finalement, nous, on a une pensée à travers cette question, puis en fait, elle peut être lue différemment, surtout si on n'a pas le nombre de réponses. Et bon, pour faire des examens, quand il y a des QCM, c'est toujours une angoisse, parce qu'un QCM, a priori, on se dit, ouais, c'est normal, il y a des réponses A, B, C. Puis en fait, au fur et à mesure qu'on corrige, on se dit, ah ben oui, mais finalement, j'en vois beaucoup qui répondent A et C seulement. Donc c'est vrai que si on l'interprète comme ça, ben, c'est pas idiot comme réponse. Donc on se rend compte que il y a différentes lectures. Donc ça, je crois que c'est un peu la limite des quiz. Donc c'est pour ça qu'on a adapté le format. Et je crois qu'on voit qu'en semaine 3, ça a clairement un effet, ça fluidifie beaucoup les réponses. Et je crois que ça correspond plus à notre objectif. Ouais, quoi. Tout à fait. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit dans les forums, il faut relativiser la portée des quiz, puisque finalement, ce qu'on attend, c'est plus un raisonnement que la réponse.
le raisonnement est bien plus important finalement que la réponse. Bon, même si effectivement on ne souhaite pas sanctionner, c'est pour ça qu'on a écouté, lu en tout cas les commentaires et intégré ces commentaires en vous proposant à partir de cette semaine des quiz avec 2 essais possibles et le nombre de réponses attendues. Mais bon, je trouve juste au passage que c'est intéressant aussi que ça vienne à travers le forum, donc qu'il y ait cette interaction. Ouais. Tout à fait. Nous, en tant qu'enseignants, ça nous aide, ça montre aussi des choses qui sont perçues, qui ne le sont pas. Et puis voilà, il y a un vrai dialogue. Moi, c'est vrai que j'aurais mis quiz avec 2 Z, par exemple. Je trouve que quiz avec un seul Z, ça a un côté très technique et très anglais. Avec 2 Z, je trouve que ça faisait un côté latin. Donc, moi, ça me plaisait bien. C'est vrai. Les Italiens ont gardé beaucoup de Z dans le. Voilà, exactement. Oh, mais quel quiz! Luc, peut-être que ça pourrait être intéressant que tu présentes un petit peu tes recherches, le laboratoire dans lequel tu travailles. Oui, alors mes préoccupations sont sur les eaux souterraines, donc c'est aussi pour ça que j'en ai parlé dans la vidéo. Les eaux souterraines, c'est important en termes de ressources en eau potable. Il y a pas mal d'endroits où c'est la ressource principale. Et puis c'est un milieu dans lequel c'est un milieu dynamique puisque l'eau elle s'écoule plus ou moins rapidement. Elle l'échange avec les roches et c'est aussi un milieu où il y a de la biodiversité. Donc actuellement je travaille beaucoup à la fois avec des physiciens qui s'intéressent vraiment aux aspects d'écoulement, de cheminement de l'eau. Donc moi je suis plutôt un chimiste de l'eau dans ces milieux, donc dans son interaction avec les roches, et puis avec des biologistes qui sont des spécialistes donc, de toutes les bactéries qui sont présentes dans les eaux pour voir un peu quels sont le lien entre ces 3 compartiments, physique, chimique et biologique. Donc ça c'est un peu le cœur de mes recherches. Et dans le laboratoire, donc, on a développé des techniques d'analyse des gaz qui sont dissous dans les eaux, et qui est un outil assez inédit, je dirais, en France, et donc qui apporte vraiment des renseignements sur notamment le temps que l'eau va passer dans le milieu. Et donc ça permet d'avoir un chronomètre des phénomènes, donc, ce qui apporte vraiment beaucoup d'informations. Voilà, donc c'est à la fois des choses qui peuvent être assez théoriques, et puis en même temps on a pas mal de connexions avec les agences de l'eau, les collectivités territoriales, notamment pour les questions d'alimentation en eau potable en fait. D'accord, et ça peut avoir un intérêt au niveau des connaissances sur le climat, je sais pas, on parle de temps, de l'eau qui passe dans le... Ouais, tout à fait. Récemment, on a travaillé donc à l'échelle de la Bretagne sur la partie profonde donc, des eaux souterraines, entre 100 et 250 mètres, plus un point qui était encore plus profond. Et on a pu montrer que, en fait, dans cette partie-là, on arrivait à retrouver traces des événements climatiques passés, donc la dernière glaciation, il y a 17 000 ans, et puis des événements encore plus anciens, entre 1 et 5 millions d'années, avec des périodes de très haut niveau marin, et donc des moments où il y a de l'eau de mer qui est rentrée en fait, dans la partie profonde. Donc c'est un travail qu'on a publié, qu'on a présenté il y a quelques mois. D'accord. Du coup, on voit à travers ce que tu présentes, notamment l'interaction entre chimie, physique, biologie, que c'est assez complexe en fait. Ouais, c'est vraiment une des particularités. Donc, mon laboratoire, donc un laboratoire qui appartient à l'Observatoire des sciences de l'univers de Rennes, l'OSUR, qui est une grosse structure qui regroupe 6 laboratoires, plus d'autres laboratoires associés. Au total, c'est à peu près 400 chercheurs. Et l'objectif, c'est justement de travailler sur les milieux naturels,
sur l'interaction de l'homme avec ses milieux naturels. Et donc à l'intérieur de cet observatoire, il y a des physiciens, des géologues, des biologistes, des agronomes, donc des gens spécialistes aussi de sciences du sol. Et puis il y a également des juristes, des sociologues avec qui on travaille, avec cette volonté d'essayer d'avoir cette approche vraiment globale de ces milieux, de rentrer dans toute leur complexité. Certes. Laisser la parole à notre grand maître, ce paysage. Je vous en prie, chers collègues. Oui, c'est ce qui permet à l'Ausure de pouvoir afficher le paysage comme objet de recherche préférentiel, puisque à ce moment-là, pas tout, mais beaucoup des disciplines nécessaires pour traiter du paysage sont présentes dans l'Ausure. Et on voyait bien que la première semaine, quelqu'un voulait que les sciences du paysage soient unifiées. Et puis là, on sent dans les commentaires que certains d'entre vous ne s'attendaient pas à ce qu'on parle autant de géologie, voire pour la troisième semaine de chimie. Mais tout ça, c'est ce qui permet la formation des paysages. C'est ce qui fait la base des paysages. Si on pense au relief, le relief, ça va déterminer en grande partie la végétation, ça va déterminer des aspects culturels parce qu'il y a des cultures liées au fort relief. On a parlé la semaine dernière des terrasses, entre autres, et puis tous des systèmes de circulation de l'eau naturelle et construits par les humains qui sont très liés au relief. Donc il faut bien toutes ces disciplines pour les étudier. Bon, tu as parlé des juristes. Et dès que les humains mettent en place des aménagements, il y a quelque part des questions de droit, que ce soit du droit oral ou du droit écrit, des coutumes. Et tout ça, ça va faire partie du paysage. Ça va s'inscrire dans le paysage. Et donc la complexité du paysage qui peut effrayer ou du moins surprendre. En fait, c'est notre métier de comprendre comment les paysages évoluent, changent. Ça s'appelle dynamique des paysages. Le MOOC, c'est bien cette dynamique. Donc les mécanismes qu'on ne voit pas, qui sont derrière. Et la deuxième semaine, c'était bien sur les mécanismes que généralement on ne voit pas, mais qui ont complètement transformé la planète. Et au fur et à mesure, on va aller vers des choses qui sont de plus en plus perceptibles à notre échelle de temps. Mais c'est vrai que faire un MOOC sur du coup un objet un petit peu complexe comme ça, c'est un peu un challenge aussi, parce que du coup on aborde beaucoup de thématiques qui peuvent être très éloignées. Alors on peut aussi faire le MOOC sans devenir spécialiste de chacune de ces thématiques. En revanche, je pense que quand on va au bout, on a une bonne culture générale et on peut creuser éventuellement plus une thématique privilégiée. Peut-être qu'on peut maintenant aborder plus précisément la semaine 2. Donc, de Luc. Tu nous arrêtes s'il y a des questions, hein, Sonia, ou s'il y a des remarques. Ou des remarques, oui. Alors, Luc, tu voulais nous présenter donc l'ensemble de la seconde semaine à travers un paysage. Donc j'ai amené 2 photos. Donc alors je ne sais pas comment ça marche. Oui. Voilà, donc elles sont parties. Donc ça, la première photo, alors c'est une photo qui est située à côté de Bayreuth. C'est mon côté wagnérien. Aquilina, je me disais bien. C'était pas, oui, c'est ça. Oui. Où j'ai travaillé avec des collègues. Donc ce qu'on voit sur la photo, en fait, on est au sommet d'une petite montagne. Donc on a le plan des sapins là, qui sont vert foncé.
juste au milieu de la photo. Et le premier plan, c'est une carrière dans un massif granitique. Donc c'est la roche qu'on voit là, c'est un granit. Donc ça fait référence à ce que Philippe présente dans la première vidéo, c'est-à-dire les grands mouvements des plaques à la surface du globe. Donc là, on est sur un granit qui a aux alentours de 300 millions d'années. Donc c'est des choses très anciennes qui sont liées à ces grands mouvements. Et dans le paysage, on le voit un petit peu sur la photo, il forme vraiment un relief. Là, c'est un relief de quelques centaines de mètres. En fait, derrière, au-delà de la forêt, on redescend vers la plaine. Et donc ça, c'est vraiment des choses qui sont à grande longueur d'onde dans le paysage. C'est vraiment une espèce de petite chaîne de montagnes. Et c'est aussi des grandes longueurs d'onde temporelles, puisqu'on est sur quelque chose qui résulte de grands mouvements qui se déroulent sur plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions d'années. La deuxième chose qu'on voit dans cette carrière, c'est que on a un gradient au niveau de la roche. En surface, on a quelque chose qui est assez jaune, et puis quand on descend dans la partie un peu plus profonde, dans le trou là, à droite, on arrive sur quelque chose qui est un petit peu plus foncé, et où on voit globalement des structures qui apparaissent, des traits, donc qui sont liés au fait que dans la partie la plus profonde, on a une roche qui est saine, qui a été peu transformée, puis au-dessus, on a tout le faciès d'altération. Donc ça, c'est ce qu'on a commenté Dimitri et moi, c'est-à-dire l'altération des roches, des éléments qui vont progressivement la transformer chimiquement, et puis l'éroder, donc la désagréger. On voit là, par exemple, un certain nombre de fractures. Et puis, après, progressivement transporter les éléments. Donc là, on est sur des choses qui vont se faire à l'échelle du million d'années, de la centaine de milliers d'années. Souvent, la phase d'altération de ces roches, elle est actuellement peu présente parce que les températures sont assez froides, mais elle a pu être beaucoup plus importante il y a quelques millions ou quelques dizaines de millions d'années. Donc dans le paysage, on a une ossature, je dirais, qui est vraiment à très grande longueur d'onde temporelle, puis on voit des choses qui vont modeler, donc à une longueur d'onde un petit peu plus petite, à la fois temporellement et puis en termes d'espace. Alors, ce qu'on voit donc en milieu de plan, c'est cette forêt. Donc là, on a une forêt très dense, avec des conifères très sombres. Donc cette forêt, elle a aussi une histoire. Elle résulte notamment des changements climatiques les plus récents, donc la dernière glaciation. Elle s'est terminée il y a à peu près entre 15 et 20 000 ans. Et la végétation a beaucoup changé suite à cette évolution climatique. Donc ça, c'est ce que Dominique a décrit, les grandes phases quaternaires et les évolutions de végétation. Donc souvent on parle de, quand on voit comme ça une belle forêt, on dit ah oui c'est un paysage naturel. En fait le paysage naturel, il a lui-même sa propre dynamique. En quelques milliers d'années, ces paysages ont été énormément transformés. Alors si on regarde l'arrière-plan de la photo, on voit en fait qu'on a une plaine, et donc dans cette plaine, on va avoir un paysage qui est un petit peu plus clairsemé. Alors la photo suivante devrait permettre de le voir un petit peu mieux. Voilà, donc on a le premier plan, donc cette forêt très dense, et puis l'arrière-plan, on a donc la plaine qui est en contrebas. Et dans cette plaine, on va retrouver des éléments qui sont donc des éléments hérités. Alors on voit en fait des patchs qui sont des patchs d'arbres, qui sont des restes de cette forêt ou de l'évolution de cette forêt, des îlots. Voilà. Et puis entrecoupés de structures qui sont des structures paysagères cultivées, donc qui sont un héritage beaucoup plus récent.
même si cet héritage, il est en grande partie issu des quelques dizaines d'années les plus récentes. Mais dans les vidéos, Grégor et Dominique ont montré comment l'homme a petit à petit, lui aussi, était un agent qui a façonné le paysage avec des grandes phases de développement. La période gallo-romaine, par exemple, où on a une première phase de défrichement avec des grandes villas, des grandes structures. Deuxième phase de défrichement au Moyen-Âge, qui va également très fortement ouvrir le paysage. Puis des choses qui vont, dans certains cas, se refermer dans une période un petit peu plus récente, mais avec des structures qui vont persister. On peut retrouver dans des paysages comme celui-là des structures qui sont des fois des structures gallo-romaines, des structures qui sont héritées du Moyen-Âge. Donc, nous, en Bretagne, on insiste beaucoup sur la notion de bocage avec des haies très denses qui sont des pratiques héritées du Moyen-Âge et qui continuent à figurer, à structurer notre paysage actuel. Donc voilà, sur un paysage comme ça, on passe de choses qui sont de l'ordre de quelques dizaines d'années, pour les plus récentes, à quelques centaines d'années, les pratiques moyenâgeuses, quelques milliers d'années, la fin de la dernière glaciation. Puis on remonte sur des structures de paysages à plus grande longueur d'onde et on peut aller comme ça jusqu'à l'ossature, au squelette géologique qui lui est en millions d'années. Donc la complexité que Jacques présentait tout à l'heure, elle est visible aussi à travers cette espèce de prisme temporel qui cache des processus différents. Ce qui se passe à l'échelle du million d'années n'est pas du tout similaire à ce qui va se passer au moment où on a une rivière qui, tous les ans, va emporter un petit peu de sédiments, et puis de temps en temps, il y a une grande crue, et là, elle va en emporter davantage. C'est évidemment des choses qui ont des logiques en termes de mécanismes qui sont complètement différents. Et donc ce qu'on a essayé d'appréhender, c'est toute cette succession. Donc même s'il y avait plusieurs vidéos, on l'a réfléchi avant en essayant d'aller des choses les plus longues vers des choses les plus courtes. Donc voilà, c'est une première illustration globale de l'ensemble de ces semaines. Tu veux compléter ? Non, je crois que tu as bien résumé cette histoire de pas de temps différents qu'on a voulu traiter au cours du MOOC, et puis l'interaction finalement entre les humains, puisque la carrière c'est quand même les humains, et puis les humains derrière, mais qui vont utiliser différentiellement ces ressources. Et que le sol et le sous-sol sont des ressources qui sont toujours importantes dans ces cas-là. Et du coup, ce que je trouve aussi, de le revoir comme ça, là, sur une seule et même photo, intéressant, c'est de réussir à montrer, en fait, aussi la complexité de la dynamique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on regarde une photo, c'est à l'instant T, aujourd'hui, au présent, un paysage qu'on voit maintenant, et en fait, à travers ce paysage, on voit différentes, on voit le temps en fait, on voit et toute la complexité, c'est de figer quelque chose et de continuer à voir un petit peu les flux, que ce soit de temps ou de matière, à un moment donné. Et ça, c'est ce qu'on va essayer au fait de suivre aussi sur les prochaines semaines et tout au long du MOOC. C'est la richesse vraiment de cette notion de paysage. C'est vraiment d'intégrer ces flux temporels, ces flux de matière, ces flux d'échanges et d'interaction entre les humains, toute la biodiversité qui est autour. Donc, puis ce que tu veux bien ressortir, c'est aussi la relation entre l'espace et le temps. C'est-à-dire que les phénomènes du temps long, on les perçoit en regardant de grands espaces. Et au fur et à mesure que le temps plus court, on va zoomer. Oui, et dans la semaine là, qui commence, il y a un certain nombre de processus qui vont contrôler, ça va être
très centré sur les sols et les bassins versants, donc les écoulements dans ces systèmes. Là, il va y avoir vraiment beaucoup de processus qui sont des processus à petite échelle. Donc comment l'eau, elle va s'écouler ou pas à la surface du sol, dans le sol, comment elle va interagir. Donc là, on va vraiment descendre sur une échelle qui est plus petite, avec des processus qui peuvent être assez complexes aussi, mais qui sont absolument déterminants pour comprendre la diversité dans une rivière. On a de l'eau qui s'écoule, mais en fait, cette eau, il y en a qui vient de la dernière pluie, qui a juste vu à peine la surface du sol. Il y en a d'autres qui est passée à l'intérieur du sol. Et une partie qui est passée par un écoulement souterrain. Au cours de cet écoulement souterrain, eh ben, elle a pu interagir, elle a pu se modifier. Donc, par exemple, vis-à-vis de questions extrêmement importantes en Europe, aux États-Unis, qui sont celles des pollutions diffuses, qui est aussi une des questions qui sous-tend le MOOC. Dans une rivière, on va avoir tout un ensemble de dynamiques avec des éléments qui vont être transportés, d'autres qui vont venir de plus loin dans le temps, de plus loin dans l'espace, qui vont être avec des bactéries qui vont éventuellement les modifier. Et donc, la résultante dans la rivière qu'on voit à un moment donné, c'est tout cet ensemble d'histoires, quoi. On n'a pas répondu aux questions. Oui, j'ai une question de Kosso qui demande pourquoi l'eau de mer n'est pas de plus en plus concentrée en sels minéraux. Alors, c'est une question qui a été traitée dans une des vidéos. Dans une des vidéos. Donc, globalement, l'océan, en fait, il y a un grand équilibre entre l'océan et le continent. Donc, les rivières, elles transportent un certain nombre d'éléments. Donc, on pourrait se dire, et puis, ensuite, l'océan, donc il y en a une grande partie qui s'évapore, qui retombe sur l'océan. Donc, ça, c'est un circuit fermé. Mais il y a une petite partie qui arrive sur les continents, où là, ça forme les rivières. Donc, les rivières vont effectivement amener des éléments. Mais globalement, c'est toujours en fait de l'eau qui revient vers l'océan. Elle apporte peu de choses par rapport à ce qui est présent dans l'océan. Et globalement, dans l'océan, il y a aussi des processus qui font une perte vers le fond de l'océan, ce qu'on appelle la sédimentation, donc des organismes qui vont fabriquer des éléments qui vont tomber au fond de l'océan. Et globalement, ce qui rentre est à peu près égal à ce qui ressort. Donc on a un système qui est à peu près à l'équilibre. Et ce qu'on sait des océans, c'est qu'au moins pour les éléments les plus importants, pour des éléments qui sont vraiment présents en faible quantité, ça peut varier au cours du temps, mais pour les éléments qui sont les éléments majeurs qu'on va trouver dans pratiquement toutes les roches, il y a une espèce d'équilibre entre ce qu'il y a sur les continents et ce qu'il y a dans l'océan qui est assez peu variable au cours du temps. Très bien. Alors j'ai une autre question qui cette fois vient du forum de Pierre-Yves 2. Ça concerne la présentation qui a été faite sur le LIDAR, donc c'était la vidéo outil de Dimitri Lag. Pierre-Yves dit il est fait plusieurs fois allusion au fait que pour pouvoir générer un modèle numérique de terrain, il faut extraire la végétation et les bâtiments. C'est très bien pour avoir un relevé topographique. Mais y a-t-il moyen, une fois ces données extraites, de les traiter à part pour justement pouvoir rajouter un modèle numérique de la couverture végétale et un autre pour le bâti? Alors oui, tout à fait. C'est devenu d'ailleurs une des utilisations actuelles du LIDAR. Donc le LIDAR, c'est un faisceau laser donc, qui va arriver, qui va rencontrer la végétation, être plus ou moins freiné, transformé par cette végétation, puis toucher le sol et repartir. Donc on va avoir à la fois une information sur le sol continental, le sol au fond de la rivière, et puis sur le sommet de la végétation. Donc ce qu'on peut faire, c'est avoir la base de la végétation, le sommet de la végétation, et en définir une couche. On peut avoir une idée de son épaisseur, par exemple. Donc, est-ce que c'est une couche arborée? Est-ce que c'est au contraire une strate avec plutôt des arbustes, voire de l'herbe? On peut éventuellement avoir
une information sur la structure de cette couche végétale. Est-ce qu'il y a des endroits où elle est plus dense? Et à partir de ces informations, on peut même en déduire une biomasse, c'est-à-dire la quantité de végétal qui est présent à l'intérieur de la couche. Donc on peut faire exactement la même chose aussi sur les rivières pour avoir une idée de leur bathymétrie, c'est-à-dire de l'épaisseur de la tranche d'eau. Et évidemment sur les bâtiments, où ça c'est un petit peu plus facile, je dirais. Donc oui, c'est vraiment une des utilisations actuelles du LIDAR, et c'est assez riche en termes d'informations. Ce que je peux ajouter, c'est que les géographes actuellement travaillent sur la ville de Rennes, à la fois pour définir les types de végétation en milieu urbain, ce qui devient une question par rapport au changement climatique et à maintenir de l'humidité en ville, et puis aussi pour caractériser les bâtiments, les fenêtres, les ouvertures sur les bâtiments. Donc il y a énormément d'utilisation du LIDAR. Il y a aussi en archéologie une utilisation très importante du LIDAR pour retrouver des formes anciennes sous les forêts de carrières, de mines diverses. Et sans avoir besoin de raser la forêt. Et sans avoir besoin de raser la forêt, oui, ça c'est important. Ça dépend. Mais c'est pas qu'une plaisanterie, parce que les gens qui font de la prospection archéologique aérienne disent dans les zones de bocage on voit rien. Alors que, une fois qu'il est supprimé. Alors le LIDAR permet déjà, lui, d'aller beaucoup plus loin sans avoir à perturber la végétation. Puisque tu viens de prendre la parole, Jacques, il y a R. Boumansour qui pose cette question. La photographie a été un outil qui a marqué la représentation des paysages à travers l'histoire des villes. Est-ce que l'image est une condition de lecture première des paysages ou y a-t-il d'autres éléments à prendre en compte? C'est vrai que j'ai vu cette question et je n'ai pas répondu parce que j'ai eu du mal. Bon, d'abord, il y a eu des images avant la photographie. Il y a eu la peinture, d'abord, et puis il y a des images très, très anciennes, sûrement de cultures qui ne parlaient pas de paysage, mais dans toutes les civilisations, il y a des représentations, des formes de relief, des formes de végétation. Donc évidemment, on représente le paysage par l'image, mais comme on l'a dit la semaine dernière, il n'y a pas que l'image. L'image ne donne ni le son, ni les odeurs, ni la température, ni la pluie. Ça, il faut quand même. Donc il y a aussi un vécu du paysage par un contact direct qui va être très, très différent et qu'il est nécessaire de prendre en compte. C'est ce qu'on va observer sûrement avec le changement climatique. On va avoir des paysages qui peuvent, en termes d'image, rester un certain temps sans changement et qui, du point de vue climatique, vont être très, très différents, donc ressentis très différents par les habitants. Et ça, on le retrouve, par exemple, avec des forêts qui existent dans des environnements assez arides en milieu méditerranéen, qui se sont installés à une époque où le climat était favorable à leur installation et qui maintenant ne pourraient pas s'installer. Donc on a un décalage entre l'image et ce qu'est le paysage dans toutes ses composantes. Il y a aussi une question sur le hasard. Et la nécessité. Oui, c'est ça. J'ai pensé évidemment au bouquin de Monod sur hasard et nécessité dans la vie. Et le hasard, si on invoque le hasard, ça ne serait pas de la science, mais finalement, on travaille quand même sur des systèmes complexes où c'est pas toujours évident de trouver les déterminismes qui va déterminer ci ou ça. Et je suppose que pour les écoulements d'eau, par exemple, il suffit d'un tout petit rien pour que l'eau, au départ, s'écoule dans un sens plutôt que dans l'autre, et du coup, le lit de la rivière va être tout à fait changé. Alors évidemment, il y a forcément une force physique au départ, sûr, mais il y a toujours une force physique ou biologique, mais peut-être on l'appelle hasard dans le sens où c'est quelque chose qu'on ne peut pas
qu'on ne peut pas prévoir. Oui, et puis qui est en dehors de nos capacités de mesure, parce que c'est plein de toutes petites choses qui peuvent vraiment générer des comportements complètement aléatoires. Et c'est à partir d'un certain seuil, je dirais, qu'on va être capable d'observer certaines choses, de pouvoir les mesurer. Et puis, il y a des choses qui sont clairement en dehors de nos capacités de mesure ou autres, d'autant plus qu'il y a des effets de seuil, il y a des effets... toutes les relations ne sont pas juste plus ça augmente, plus il y a un paramètre qui augmente, plus l'autre augmente aussi. Des fois, des trucs, il se passe rien, puis pof, tout d'un coup, il se passe quelque chose. Donc, ça, comment faire le lien entre, typiquement, par exemple, un séisme qui est un moment de rupture, il faut accumuler. Pendant un certain temps, il ne se passe rien. On a beau rajouter un petit peu, puis tout d'un coup, paf, on dépasse un seuil de rupture et ça pète. Alors ça, c'est des choses qui sont connues, on peut les mesurer, les calculer, mais quand on est dans un... ça c'est vrai quand on a juste une roche ou quelque chose de bien connu, quand on a tout un ensemble de matériaux, on n'est plus capable d'avoir cette précision à l'échelle... Du coup, c'est le terme un petit peu, ou alors on rajoute une semaine sur la stochastique. Sur la stochasticité et sur la complexité en général et sur... qui en aménagement et en sciences de la gestion en général devient important, c'est les problèmes malicieux, c'est-à-dire les problèmes qui n'ont pas de solution, parce que dès qu'on change quelque chose, il y a tellement de paramètres qui bougent qu'on est incapable de prévoir, et ça on l'a dans les sociétés humaines. Les bulles financières... c'est particulièrement malicieux. C'est particulièrement malicieux, voilà, c'est ça. Et Donc c'est pas parce qu'on emploie le terme qu'il n'y a pas de la science, que la science. Mais il existe des sciences, des gens qui travaillent sur le chaos. Ils travaillent sur le hasard, même si ça peut paraître un peu bizarre, quoi. C'est pas de la divination. C'est pas de la divination, c'est ça. Ça n'a pas. Oui, là, c'est ça. J'ai une question de Corinne qui demande quel est l'impact des vents par rapport à la salinité de la terre, donc j'imagine des sols. Alors, quel est l'impact du vent par rapport à la salinité? Oui, mais ça, je pense que c'est en milieu littoral, tu sais, avec les embruns. Les embruns, oui, il y a évidemment des embruns qui vont être transportés. Alors, quand on regarde, par exemple, la composition chimique des nuages, il y a un effet marin qui est très net, mais qui est extrêmement court, c'est-à-dire en quelques kilomètres, on a les pluies sont beaucoup moins concentrées. Tu veux dire que les nuages au-dessus des océans concentrent en fait, donc l'eau de mer s'évapore. Donc, quand elle s'évapore, c'est que de la vapeur d'eau, mais en fait, elle emporte le flux évaporatoire, emporte avec lui aussi des embruns. Donc, c'est ça qui va effectivement créer une certaine salinité, entre guillemets. La pluie, c'est pas très salé, mais il y a quand même des éléments à l'intérieur. Mais dès qu'on va arriver au-dessus du continent, qui va commencer à pleuvoir, en fait, une grande partie de cette salinité est très vite évacuée. Et puis, au fur et à mesure que les nuages vont progresser à l'intérieur des terres, ils vont être de moins en moins salés. En revanche, ils vont pouvoir se charger avec des poussières continentales, des poussières atmosphériques, des fumées qui sont émises, donc aussi une partie de l'activité humaine, des pesticides, les pluies acides, etc. Donc ils vont se transformer. Mais l'impact en termes de salinité des sols, il est quand même vraiment extrêmement localisé sur la bande littorale. Et puis surtout, ça reste quand même assez faible en termes de concentration. Et les impacts de salinisation, ils sont beaucoup plus liés au phénomène d'évaporation des eaux de rivière, puis des eaux d'irrigation, quand il y a de l'irrigation, par exemple. On a fait le tour. C'est bon pour moi. Bon, écoutez, je pense qu'on va pouvoir conclure et puis se retrouver du coup l'équipe de la semaine 3 avec autour de Christophe Kudenek, donc sur
les enveloppes superficielles du paysage. Voilà, donc on vous donne rendez-vous à tous sur les forums pour des échanges constructifs et nourris dans la constructivité. Voilà, c'est ça. Et bonne soirée à tous. Et puis, Bonsoir. Bonne soirée. merci bien. Bonsoir, à bientôt.